C'est la 36e édition du Printemps du Livre de Montaigu sous la présidence de Didier Decoing de l'Académie Goncourt. Merci à vous d'être avec nous ici même sur le plateau des Escales littéraires en partenariat avec Web TV Culture et le Crédit Mutuel Océan. Les Escales littéraires, c'est l'occasion d'un moment informel avec les auteurs qui font l'actualité. Et nous avons plaisir à accueillir pour parler de la justice et des méandres de la justice deux autrices qui emploie le roman pour nous parler justement de la justice et de ses méandres. Nathalie Saint-Cric, merci de votre présence avec La Petite Mère, c'est aux éditions de l'Observatoire. Et puis Max Monnehet, Chien fou, c'est aux éditions HarperCollins. Vous allez nous emmener à la fois du côté de Bordeaux, à la fois du côté de l'Espagne pour une histoire assez sombre, ô combien sombre, mais où la justice est aussi très présente. Nathalie, je vais commencer avec vous. Nous sommes sur deux temporalités dans ce qui est votre troisième roman. Nous allons faire connaissance avec Nadège Buisson. Nous sommes en 1995. Nadège Buisson, qui est-elle, cette jeune femme qui va être le fil rouge de votre histoire? Alors bonjour d'abord, bonjour à tous. Bonjour Max. Bonjour. On se connaît. Nadège, c'est une drôle de femme, c'est une petite femme. D'abord une petite jeune fille qui apparaît un jour dans le cabinet d'un avocat qu'elle a choisi un peu au hasard parce qu'on lui avait dit qu'il était bon pour faire gagner. Et elle lui dit, écoutez, c'est simple. Elle arrive avec une valise et dit, je dormirai en prison ce soir. Alors, lui, il a 70 ans, il en a vu d'autres. Il lui dit, bon, alors, on va tout reprendre dès le début, vous allez m'expliquer votre histoire. Vous savez ce que c'est que la prison, je vais vous expliquer. Et elle commence à raconter qu'elle a été folle amoureuse d'un homme et qu'elle a eu un enfant avec lui 2 ans plus tôt. Et elle lui dit, mais lui n'en voulait pas et il l'a tué et j'ai pas su bouger. J'ai pas su m'interposer, j'ai pas su lutter. Et elle lui dit maintenant, je veux qu'il paye et moi je dois payer parce que ça fait 2 ans que je me sens complice. Bref, je vais pas vous raconter tout le livre. Il va lui dire, il va la supplier de réfléchir en lui disant de toute façon ça changera rien. Et elle dit mais si je préfère mourir en prison ou vivre en prison plutôt que de rester avec cette espèce de culpabilité. Bon, bref, je vous la fais rapide. Elle revient, il la défend. Et l'affaire se clôt. Et 20 ans après, elle l'appelle. C'est pour ça que, par lié d'une double, en lui disant, écoutez, j'aurais besoin de vous revoir. À ce moment-là, elle a une quarantaine d'années. J'ai des choses à vous dire. Alors, je ne vais pas vous les dire, celles qu'elle vous dit, mais il y a une espèce de va-et-vient entre l'époque, quand il y a l'enquête, la reconstitution, ce qu'on apprend sur son soi-disant fiancé et les autres éléments qu'elle peut lui donner, notamment parce qu'elle est poursuivie par une lettre anonyme. Voilà. Et comment essayer de faire un polar sans raconter la fin? Donc il y a un peu de police, un peu de justice, un peu de psychologie. C'est pas mon habitude, mais je me suis hasardé à ça. Alors une question qu'on se pose et qu'on vous a déjà posée 10 fois, cette histoire est-elle authentique? Elle est authentique. Alors, elle est authentique, à quelques exceptions près, parce qu'il y a quelques personnages périphériques que j'ai rajoutés. L'avocat, c'est celui qui me l'a raconté, qui a malheureusement disparu depuis. Et j'ai réussi à récupérer tous les éléments d'instruction en ramant, parce que franchement... mais au bout d'un an de... Et simplement, j'ai changé le lieu, la date, les héros. J'ai modifié quelque chose simplement pour pas risquer de nuire à la moindre personne qui serait susceptible d'être de la famille ou dans les proches. Bah, bref, de faire du mal à quelqu'un. Là, je pense que je peux faire du mal à personne parce qu'on ne peut pas reconnaître. Ceux qui connaissent reconnaîtront, mais ceux qui ne connaissent pas ne pourront pas aller nuire à qui que ce soit. Donc j'ai quand même tout... Puis j'ai inventé parce qu'il y a des scènes... J'ai eu beau avoir les photos, les PV, les rapports d'experts, psychiatres, vraiment beaucoup de choses. Il y a des choses que je peux pas. L'intimité du couple, je l'imagine. J'imagine leur rencontre, j'imagine tout ça. C'est un roman puisque c'est bien précisé sur la couverture. On l'a dit, l'intrigue, c'est bien ça. C'est un avocat qui estime avoir fait son boulot, sauf qu'il y a un moment où celle qui l'a accompagné vient lui dire... Manifestement, c'est pas clos. Le dossier n'est pas clos, j'ai encore des choses à vous dire. Et ce qui est intéressant, c'est ce personnage d'avocat aussi sur lequel vous interpellez le lecteur. C'est que brillant avocat qui a ses certitudes et à un moment, il se dit que peut-être il a failli quelque part et ça remet en doute
un petit peu tout ce qui a fait Oui, sa vie. oui, sans que ce soit une disserte de philo sur qu'est-ce que la vérité, qu'est-ce que tout ça, est-ce que j'ai pas foncé pour de mauvaises raisons, est-ce qu'on a été juste avec elle, est-ce que ce salaud a suffisamment payé, est-ce qu'elle était vraiment sous emprise, ou est-ce qu'elle a mis ça en avant, qui est le vrai coupable, celui qui pense au crime ou celui qui le commet, celui qui instrumentalise quelqu'un, mais c'est pas fait sous forme d'une interrogation profonde. C'est juste que, à l'occasion, comme cet avocat part en retraite et qu'il a un certain nombre d'illusions perdues, il permet de revenir sur sa profession. Voilà, mais sans la prétention de juger ni la justice, ni... Je vais revenir vers vous dans un instant, Nathalie, pour parler justement de l'avocat, de votre regard de journaliste sur la justice et puis aussi de l'écriture que vous avez choisie pour ce nouveau roman. Max Monnet, avec Nathalie Saint-Cric, nous parlons d'un avocat qui vacille, d'un avocat qui doute. On est un petit peu dans le même esprit concernant votre personnage central. Je reprends juste, pour pas me tromper sur son nom, Alano Garcia, qui a eu envie de s'exiler quelque part dans un petit village d'Espagne pour oublier cette région bordelaise où il a officié. Il a des doutes aussi sur une certaine histoire qui revient vers lui comme un boomerang. Ouais. Oui, bah comme Nathalie, mon roman est construit sur plusieurs temporalités. On a d'abord le personnage principal s'appelle effectivement Alano Garcia. C'est un avocat qui travaille au barreau de Bordeaux et c'est quelqu'un de très ambitieux, de très carriériste. Il a une énorme revanche sociale à prendre et il attend un peu le procès qui va faire de lui le prochain Dupond-Moretti, en gros. Et puis enfin, on lui propose de défendre un jeune homme accusé d'être le chien fou, comme le surnomme la presse nationale. On le présente comme un monstre, hein. Il est particulièrement sadique. Oui, parce que ce jeune homme est accusé d'une série de viols dans les rues de Bordeaux extrêmement violents, vraiment très, qui ont marqué la ville. Et lui, a priori, que son client soit coupable ou innocent, il s'en fiche. Sauf que il va se reconnaître dans ce jeune homme qui, comme lui, a vécu la violence étant enfant, comme lui, a toujours lutté. Et il va se mettre à croire à l'innocence de ce jeune homme. Et ça va devenir un enjeu bien plus grand qu'un simple enjeu professionnel pour lui. Il va se battre avec toute son âme pour défendre ce jeune homme. Donc on a trois temporalités dans ce roman. On a la temporalité de la préparation du procès, parce qu'on est vraiment... c'est un thriller judiciaire. Hein. On est beaucoup dans la salle d'audience. Du tribunal, oui. Donc on a la préparation de ce procès, on a le procès en lui-même, et puis on retrouve cet avocat 4 ans plus tard. On comprend qu'il s'est réfugié dans la maison de sa mère en Andalousie, dans un petit village où sa mère a grandi. Et on comprend aussi que c'est lié à ce procès, mais on ne sait pas pourquoi, évidemment. Et on sent qu'il y a une espèce de menace diffuse, mais très réelle, qui plane au-dessus de lui et de sa famille. On est aussi dans l'esprit du thriller, parce que plus le roman avance, plus il y a cette intrigue qui devient très, très oppressante. On va reparler aussi de ce travail que vous avez fait sur la justice, puisque vous le dites, on est souvent dans la salle d'audience, on entend les plaidoiries, on entend les débats. C'est un sujet qui vous intéresse depuis longtemps, la justice ? Oui, c'est en fait tout ce qui tourne autour de la justice m'intéresse beaucoup. Mes 3 précédents romans tournaient pas mal autour de la question pénitentiaire, avec un personnage donc récurrent de psychologue en milieu carcéral. Et la justice, pareil, je voulais travailler une autre facette de la justice, en fait. Ce qui veut dire que vous avez assisté à des débats, à des audiences. Alors j'ai hésité à assister à un procès et finalement j'ai décidé de ne pas le faire, simplement parce que j'ai eu peur de me sentir obligée de coller extrêmement
fort à la réalité si j'assistais à un procès. J'ai préféré travailler avec des professionnels de la justice, dont un juge d'instruction, une avocate pénaliste et puis un flic. On va parler dans un instant de votre écriture. Il y a des pages qui sont très sombres. On va parler de ce titre Chien fou et pourquoi Chien fou en lien avec l'Espagne dans un moment. Nathalie, un petit peu la même question que je viens de poser à Max. Vous, en tant que journaliste, la justice, vous avez peut-être été parfois, vous lui avez peut-être été confronté parfois dans le cadre de vos dossiers, de vos reportages. Oui. Justement, les affaires en politique, oui, mais c'est un je peu vous moins laisse le sexy dire. que- Je vous laisse le dire. moins Mais sexy justement, que les lorsque faits l'on divers. est avec la casquette de romancière, pourquoi avoir eu envie de parler de la justice? Bah, écoutez, d'abord, j'aime bien raconter des histoires, que ce soit des histoires qui sont politiques ou des histoires humaines dans les 2 précédents livres. Donc, j'avais envie de changer. Honnêtement, je suis toujours obligé de tourner le dos à quelqu'un. Non, Donc, les- voilà, de toute façon, j'ai Voilà, pas de on vous solution voit à moins bien. de faire de faire Puis nous, on se Wimbledon- connaît de toute manière. l'arbitre à Wimbledon. Je vous en veux pas si vous me Euh, regardez pas dans les yeux. Donc, la justice m'intéresse, mais ce qui m'intéresse encore plus, c'est quelque chose d'assez bêta et que je répète souvent, donc je suis à la fois bête et répétitive. C'est que quand on regarde un horrible fait divers à la télé, à la radio, qu'on écoute à la radio, qu'on le lit, vous avez toujours, et je l'ai fait moi-même la première quand j'étais obligée de pas faire de la politique mais de faire des faits divers, et il y a toujours le voisin de palier, la boulangère qui dit venez acheter une baguette tous les matins, le voisin qui dit bah, il était très sympa, il m'a gardé mon chien pendant un été. Et vous vous rendez compte après, ben c'est pas comme si j'avais déjà fait ça, et vous vous rendez compte à la fin que quelqu'un qui semble totalement anodin, banal ou amical ou qui ressemble à rien peut devenir un monstre. Alors je sais pas si dans le livre de Max c'est la même chose que ça, mais un monstre, quelqu'un qui fait des choses qui sortent de l'ordinaire, qui a à la fois la ténacité, l'intelligence de se construire un certain nombre de défenses de manière à être capable de faire des choses sans qu'on le chope, si j'ose dire, ou qu'on s'en rende compte. Donc, regarde, c'est la première chose qui m'intéressait, ce qui m'a toujours intéressé aussi. Outre le fait que le mien, c'était un copain de Dupond-Moretti, mais moi, je suis la vieille génération. Donc, lui, elle a un jeune qui est ambitieux. Moi, j'ai un vieux qui part à la retraite. C'est la façon dont on peut manipuler les gens, comme on peut les manipuler d'ailleurs à la télé. Je dis pas qu'on le fait, hein. Mais comment involontairement on peut le faire? Parce que quelqu'un a l'air innocent parce qu'il a une bonne tête, que quelqu'un a l'air coupable parce qu'il transpire, et voir comment un avocat peut surfer sur ce genre de choses, et que, je vais vous dire encore un truc idiot, c'est le côté, faut se méfier des apparences, qui fait qu'il y a quelquefois des opinions qui peuvent prendre fait et cause pour quelqu'un en disant je suis sûr que c'est lui qui l'a tué, et d'autres qui disent mais attendez ça va pas, voilà. Donc le mélange des deux et une certaine forme de lassitude vis-à-vis de la politique converge vers le fait divers, qu'en plus est quelque chose que j'adore, et je trouve que creuser, c'est pour ça que je vais vous voler le livre, je vais aller l'acheter. Je trouve que tout ce qui explore la psychologie des gens, leur jeunesse, leur enfance, la façon dont ils se... Moi, mon héros, c'est pas l'avocat, l'autre, c'est une espèce de sale mec. Voilà, donc j'aime bien ça. Voilà, je trouve que c'est très intéressant de creuser ce qui se passe dans la tête des gens et de nous tous. Vous allez permettre au lecteur d'avoir peut-être un autre regard sur le monde de la justice et sur ce que sont les avocats. Votre livre a-t-il été lu par des avocats, attendez. et avez-vous eu des retours? Alors, moi, depuis que je fais des livres, c'est-à-dire pas très longtemps, je fais systématiquement relire le Clémenceau par des historiens, le second par des gens qui travaillent sur la libération et les histoires mémorielles, et celui-là par 2 pénalistes. Parce que l'idée de voir des journalistes se remettre sur mon livre en disant « Ah, elle n'a pas travaillé, ça ne tient pas debout, page 2 ». Comme en plus je suis journaliste et que je travaille à la télé, j'ai toutes les chances de me faire gauler sur le thème « Ah, ces journalistes à la noix, ils montent leur tête et ils sont pas foutus d'écrire des trucs sérieux ». Donc oui, je les fais lire, il n'y a pas normalement de faute de procédure. C'était pas le propos de la question, Nathalie, c'était plus de savoir, puisqu'on parle d'un journaliste, lapsus, d'un avocat qui vacille, qui est plein, Mais je qui l'ai est pris connu, lui. de doutes Je et l'ai de connu, j'ai certitudes. connu sa femme. Mais depuis la sortie du livre, en avez-vous eu certains Oui, qui oui, sont oui, venus oui, vous dire oui, j'ai oui, vécu oui, ça oui, moi oui, aussi? Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est des vieux de la vieille. Enfin, c'est toujours la même bande de gens. Et alors, c'est toujours sur des...
dans des procédures pénales très où il y a des histoires d'amour, de meurtre, de oui, j'ai retrouvé des grandes gueules. Parce que là, finalement, vous nous montrez la fragilité de ce que peut être un avocat. Ben oui, et puis je crois parce que c'est le mien, c'est pas le mien, mais qui les gens qui choisissent vraiment d'être pénalistes. D'abord, c'est plutôt moins bien payé que quand on est avocat d'affaires. Et c'est vrai que c'est des attentes dans les chambres d'hôtel pourries jusqu'à 3 heures du mat, quand on est dans une cour d'assises qui se trouve loin, où on attend, où on est confronté à la misère. J'ai 2 copains notamment qui ont travaillé beaucoup dans le Nord, avec beaucoup d'histoires un juge des enfants et tout ça. Et je peux vous dire que toute la misère ou la détresse et tout ça, ils m'ont bien raconté. Une dernière question, votre premier roman, vous l'avez rappelé, tourné autour de Clémenceau. Le deuxième titre, on était dans cet esprit mémoriel avec l'après-guerre et puis ce cercueil du Mont Valérien, ce cercueil vide du Mont Valérien. Là, nous sommes dans un roman à l'époque contemporaine, entre les années 95 et aujourd'hui. Est-ce que cela a changé votre écriture, votre façon d'entreprendre l'écriture de votre roman, d'être à l'époque contemporaine? C'est pas mal d'être contemporain un peu de temps en temps, parce que là, vous avez le côté... mon histoire, ça passe au début du XXe siècle. Je suis obligé d'employer un registre de langage qui est pas le même. Et puis, je suis obligé de... Puis c'était le premier, donc j'étais un petit peu corseté pour pas dire de bêtises, pour être exactement dans l'exactitude historique. Là, je me sens beaucoup plus libre. Et puis, notamment, j'évoque des choses que je n'ai jamais pu évoquer. Enfin, c'est pas que je le voulais, mais il n'y a pas d'histoire d'amour dans mes autres livres. Enfin, si, il y a une histoire d'amour, mais c'est une histoire... jolie, comme dans un conte de fées, dans le deuxième aussi. Ils se rencontrent. Bon. Là, c'est comme il y a une histoire d'emprise et de relation avec un infanticide, je rentre un peu plus dans l'intimité des gens. Et non pas que ça me passionne, mais je trouve ça... Je crois pouvoir plus parler vrai, dire des choses qui sont un peu plus violentes et moins jolies. Moins enrobées. Moins enrobées que je le faisais. Et dire des choses violentes. Un roman gore la prochaine fois. Max Monod, dire des choses violentes, c'est un petit peu le parti pris de votre livre, parce que pas que, mais c'est vrai que je le disais, hein, on est happé parce que plus on avance dans le roman, plus l'étau se resserre et puis il y a cet esprit thriller qui monte, et puis il y a surtout quand même des pages assez sombres. Par rapport au titre Chien fou et au fait qu'une partie du roman se passe en Espagne, il est peut-être important de parler de ces chiens espagnols, ce sont des lévriers. C'est une espèce de lévrier. Oui. Ce sont des galgos. Voilà. Je ne sais pas si certaines personnes ici ont entendu parler du sort de ces pauvres chiens espagnols. Effectivement, ce sont des lévriers. Les galgos, ça vous dit quelque chose? Ah, quelques personnes. Mais en fait, en France, c'est très peu connu. Et moi, effectivement, j'en avais jamais entendu parler jusqu'à il y a 3 ans, où la fille d'un couple d'amis me parle de chiens en Espagne, qu'on entraîne à courir en les attachant derrière des voitures. Je me dis, mais c'est pas possible. Ça doit être, elle a dû lire ça, un truc dans un roman. Et je vais vérifier. Et effectivement, je découvre. Là, j'ouvre une porte et je découvre derrière des choses assez terribles. Je vais pas rentrer dans les détails. Je vais préciser quand même que ça ne concerne que quelques pages du roman, parce que je sais qu'il y a des lecteurs à qui ça fait peur. Mais effectivement, ça me tenait à cœur de parler de ces chiens qui sont maltraités encore dans 3 régions d'Espagne, dont l'Andalousie, où j'ai placé une partie du roman. Et en fait, je vais vous citer une expression espagnole qui dit un galgo ne vaut pas une cartouche. Voilà. Ça vous donne un petit peu une idée de ce dont ces chasseurs sont capables. Et il y a en fait un problème juridique en Espagne, c'est que ces chiens, donc on utilise pour chasser le lièvre, à la place d'un fusil, on lance son chien pour attraper le lièvre. Et en fait, ces chiens-là, cette race-là, est encore considérée pas comme un être vivant, mais d'abord comme un instrument de chasse. Donc il y a très très peu de répression contre ces pratiques-là, qui concernent quand même 50 000 chiens par an.
Voilà. Alors, ça me semble important d'en parler puisqu'effectivement, cette couverture parle déjà un petit peu de l'esprit du chien et puis surtout les chiens espagnols que vous évoquez sont très, très métaphoriques par rapport à l'histoire que vous évoquez dans votre roman. Même question que tout à l'heure à Nathalie, puisqu'il y a ce personnage d'avocat dans votre livre, ce personnage très ambitieux qui va peut-être se retrouver pris dans une sorte de piège qu'on lui tend. Là aussi, aujourd'hui, maintenant que le livre est sorti, avez-vous déjà des retours d'avocats lecteurs qui ont pu être surpris par ce que vous racontez, qui ont pu voir leur travail sous un autre angle par rapport à ce que vous évoquez? Alors déjà, effectivement, les retours que j'ai eus du monde judiciaire, greffiers, greffières, avocats, avocates, même certains juges. Alors évidemment, quand on se lance dans un sujet comme ça et qu'on n'est pas du sérail et qu'on fait beaucoup de recherches, pour pas dire de bêtises, hein, parce que bon, ce serait dommage, effectivement, quand on a des retours ultra positifs qui disent en gros que le rendu est très juste, très réaliste, effectivement, ça fait plaisir. On se dit qu'on a quand même pas trop mal travaillé. Et après, j'ai pas inventé une façon de plaider ou voilà. Non, mais vous avez un petit peu comme Nathalie, vous avez un personnage d'avocat qui croit arriver en haut, qui est à la quête du Graal, et puis qui finalement va beaucoup douter de son bien fondé. Oui, bien sûr. Et en fait, ce qui était hyper intéressant pendant l'écriture de ce roman, c'était vraiment de se mettre dans les baskets d'un avocat. De réfléchir, de se forcer à réfléchir comme un avocat de la défense en fait, de penser stratégie, de penser effectivement, comme Nathalie vous le disiez, comment on utilise le physique de son client, comment on utilise sa timidité ou à l'inverse sa gouaille, comment on utilise absolument chaque élément possible pour aller dans son sens, dans le sens de l'innocence de ce client. Laissez-vous séduire par cet univers bien particulier, cette histoire difficile, mais qu'on lit vraiment comme un thriller. C'est votre actualité, Max Monod, et ça s'appelle Chien fou. C'est donc chez HarperCollins. C'est votre 4e titre. Sixième titre. Et puis Nathalie, c'est votre 3e titre. Et là, petite joueuse. Voilà, vous avez encore du chemin à faire. Nathalie Saint-Cricq, votre actualité, c'est La Petite Mère. C'est aux éditions de l'Observatoire. Et puis bien sûr, on continue à vous voir en tant que journaliste, à vous voir et à vous entendre sur les médias. Merci beaucoup à toutes les deux de nous avoir rendu visite. Et puis merci à vous de votre présence.